Aujourd'hui, nous devons sortir du concept de terriens et d'extraterrestres. Nous appartenons à un ensemble, la vie, disséminée à travers notre univers. Il ne s'agit pas là de fantaisie scientifique. Notre civilisation est l'héritière de ses pairs, dans un univers qui est en éternelle expansion depuis 13 milliards d'années. Période pendant laquelle des civilisations sont nées, ont vécu et se sont éteintes alors que d'autres ont émergé et se sont développées. Notre petite planète Terre n'est que le maillon fragile d'une alliance qui s'étend au-delà du firmament. Aimons-la, chérissons-la, mais ne nous arrêtons pas à cette vision nombriliste qui inonde notre quotidien. Bonsoir à tous et bienvenue déjà dans l'épisode 5 de Il était une fois le monde. Alors super intro Sangara, une intro qui vient finalement répondre à une des questions qui nous a été posées. On a été, on va pas dire submergé par les questions, mais je vois que la dernière émission a déjà fait germer des interrogations chez tout le monde. Alors bonsoir Sangara, comment ça va depuis la semaine dernière finalement? Ouais, c'était rapide, hein. Ça va très bien, merci et toi. Ouais, ça va super. Bon, c'est vrai que généralement on essaye d'espacer le maximum les émissions pour que justement vous ayez le temps de digérer l'information, mais je vois que l'information apparemment non seulement a été digérée, consommée, mais en plus elle a fait germer et c'est très bien. Des questions, des interrogations. Alors on va déjà commencer par ça, parce que c'est vrai que là nous devons enchaîner par rapport donc à la dernière émission avec ce qu'on avait appelé la récolte de Michael, hein, bien évidemment. Ensuite, suite à toutes les transgressions de l'énergie porteuse de lumière. Alors, on va commencer par la première. Alors, est-ce que toi tu les as les questions de ton côté, Sangara, ou moi je les ai devant les yeux, donc on... Déjà, vas-y, parce que moi je les ai pas du tout. D'accord, tu vois, c'est comme quoi vous voyez, on ne prépare pas du tout nos émissions à l'avance. Hein. Voilà. Alors, la question numéro 1. Alors, je ne vais pas citer les gens qui nous ont posé des questions par respect. Si les prochaines fois vous voulez qu'on cite votre nom ou vous voulez qu'on cite votre question, mais n'hésitez pas. Là, par respect, donc dans un premier temps, je ne vais pas citer les noms des gens qui m'ont posé des questions, je ne veux pas non plus qu'ils se sentent mis en lumière tout d'un coup, mais ces questions sont hyper pertinentes et je pense que si elles ont été posées, c'est peut-être parce que on n'a pas été assez précis ou été assez clair la dernière fois, donc on va essayer de rentrer. Je vais peut-être rajouter, alors là je ne sais pas, en post-production, des images explicatives qu'on avait l'habitude d'en faire dans les émissions qui sont plus d'enseignement ou pas. Après on va essayer d'être le plus clair possible, mais on va commencer par la première question. Alors la première question, très pertinente d'ailleurs, c'est Cyriliel, tu as parlé de possession de la matière, peux-tu élaborer? Alors oui, déjà oui, je comprends que le mot possession puisse surprendre, mais techniquement, alors ça on en parlera bien évidemment dans les prochaines émissions, on parlera des techniques d'incarnation. Au départ, il a fallu que l'énergie mette son essence dans la matière. D'accord ? Et le seul moyen de le faire, comme en génétique, comme toute mutation génétique, on va dire, la génétique du lieu, de l'endroit, de la localité, en fait, doit être compatible avec la génétique qui lui est apportée. Donc, pour pouvoir faire évoluer donc, la matière, parce que nous avons expliqué que la dernière fois que le but de ces énergies-là était d'éveiller la matière le maximum possible, de rentrer le plus possible, on va dire de spiritualiser, je ne sais même pas si c'est un mot, la matière le plus possible. Il faut que, on va dire, la souche génétique qui arrive pour ensemencer soit compatible avec donc la matière qui avait été créée. Donc ça prenait tout un processus. D'accord ? Aujourd'hui, on est dans un processus d'incarnation par la naissance. D'accord ? On s'incarne en naissant. Mais ces énergies-là, quand elles sont arrivées là, il n'y avait pas de naissance à proprement dite au départ. C'était simplement une possession de la matière. C'est-à-dire que n'importe quel être évolué ou non évolué pouvait naître. Ces énergies-là, quand elles rentraient dans la matière, elles rentraient par possession. C'est-à-dire que les premières énergies qui sont arrivées ici, certainement, couraient après les hommes singes dans la forêt et pour les faire évoluer, étaient obligés donc de s'accaparer le corps donc et de faire muter petit à petit, d'accord, de faire muter petit à petit la vie pour qu'elle soit compatible avec l'énergie d'évolution.
Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai été clair. Peut-être Sangara, toi, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, non, t'as été assez clair, hein. Je pense que Après, là, j'utilise le mot c'est... possession parce que ces énergies-là, aujourd'hui, utilisent cette technique-là. D'accord. Parce qu'on va, on va y venir, on va y venir plus tard. Donc c'est pour ça que je ne veux pas dévoiler trop de choses. Mais aujourd'hui, ce que vous appelez une possession, c'est une entité qui ne fait pas partie de vos énergies, qui vient s'attacher à votre énergie. Voilà ce qu'est une possession au jour d'aujourd'hui. Donc j'utilise ce mot puisque c'est le mot moderne, mais à l'époque, dans l'ancien système d'incarnation, c'était monnaie courante. D'accord. C'est comme ça qu'on pouvait intervenir directement dans l'évolution des espèces, du temps et de l'espace. Maintenant, c'est différent. Il y a un nouveau processus qui est mis en place. Il y a une nouvelle fragmentation qui est mise en place, qui est totalement différente, qui est déjà plus respectueuse des créatures et qui est déjà plus respectueuse du plan qui avait été mis en place dès le départ. Et je pense que ces transgressions, les transgressions qui a eu lieu, dont on vous a parlé, qui ont eu lieu la dernière fois et dont on vous a parlé, je pense que cette technique de possession est peut-être à la base de ces premières transgressions. Voilà, le fait de vouloir faire évoluer la créature. Peut-être à un moment donné, on a voulu les faire évoluer trop vite. Peut-être à un moment donné, on a voulu partager les émotions, les sentiments, tout ce qui était physique avec la créature. Et évidemment, ça a donné lieu donc à des dérives, à des transgressions et à l'apparition de ces nouvelles races, on va dire demi-dieux, qu'on appelait demi-dieux ou semi-divines la dernière fois. Donc voilà pourquoi je parle de possession. J'utilise ce mot parce que dans votre inconscient, ça met déjà en lumière les anciennes techniques par rapport à un mot moderne, qui est le mot possession. Quand on dit tu es possédé par un démon, tu es possédé par une entité, voilà, ça vient de ce mot-là. Alors n'ayez pas peur. Comme je vous dis encore une fois, à l'époque, c'était monnaie courante. C'était la façon dont les énergies de création pouvaient donc faire évoluer une créature. Après, plus ou moins vite, il y avait une vitesse à respecter, il y avait des choses à respecter, donc on a dit la dernière fois, qui était transgressée. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le mot possession, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question. Question numéro 2, alors ça avec Sagara, on va pouvoir répondre. Il a déjà plus ou moins répondu dans son intro. Est-ce que les extraterrestres sont intervenus pendant l'époque pré-adamique? Waouh. La question est pertinente, mais comment je pourrais vous dire ça tout en gardant un petit peu le secret des prochaines émissions? Vous, ce que vous considérez extraterrestre, c'est une personne physique qui n'aurait pas les traits de l'humanité telle que vous la connaissez aujourd'hui. C'est-à-dire que on vous a parlé la dernière fois que justement les énergies créatrices, d'accord, qui sont venues ici pour ensemencer la vie, avaient cumulé de l'expérience durant leur voyage. Et ce voyage-là a dû passer par d'autres mondes. D'accord ? On va, comme vous demain, peut-être que votre énergie, en quittant votre corps, va voyager dans l'univers pour ensemencer une planète quelque part ailleurs, d'accord ? Avec l'énergie, l'expérience, avec la lumière que vous avez accumulée dans ce monde. D'accord ? Donc, est-ce que, quand vous dites extraterrestre, moi je pense que quand vous dites extraterrestre, vous pensez à des êtres venus d'ailleurs. Mais croyez-moi, dans ces civilisations pré-adamiques, d'accord, dans ces lignées pré-adamiques, il y a forcément, enfin, il y avait des êtres qui étaient créés, que si vous les voyez aujourd'hui, avec la technologie, l'avance spirituelle qu'ils avaient et l'apparence qu'ils pouvaient avoir et les engins qu'ils utilisaient pour se déplacer, vous penseriez que c'est des extraterrestres qui viennent d'ailleurs. Alors que non, ils ont été créés dans ce monde. Et ça, je vous parle d'il y a des millions d'années. C'est-à-dire que ce que vous pensez être le futur, finalement, c'était votre passé. Il n'y a qu'à regarder les vestiges des anciennes civilisations, il n'y a qu'à regarder les dessins sur les murs, que ce soit en Égypte, que ce soit chez les Mayas, que ce soit chez les Incas, que ce soit dans toutes les civilisations qui sont encore proches de nous. Ils vous parlent de demi-dieux qui viennent quand même. Est-ce que ces dieux venaient d'ailleurs? Énergétiquement, oui. Vous avez des énergies encore au jour d'aujourd'hui qui interviennent dans ce monde à travers des portails,
D'accord? On va penser aux entités d'Orion, aux archons, à toutes ces entités-là qui encore au jour d'aujourd'hui n'interviennent pas physiquement dans ce monde, mais essayent d'intervenir, on va dire, énergétiquement pour pouvoir manipuler plus ou moins notre civilisation. Et là-dessus, Sangara, je sais que toi, là-dessus, tu es très calé. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter justement pour faire comprendre aux gens que, comme tu as très bien dit dans ton introduction, il faut arrêter de penser extraterrestre, terrestre, parce que même les scientifiques le disent, les énergies qui sont arrivées ici sont arrivées d'ailleurs. Les énergies qui ont ensemencé la vie par des météorites, par des comètes, par n'importe quelle chose qui peuvent se manifester dans la matière. Et ça, Sangara, je vais te laisser développer là-dessus parce que je sais que là-dessus, tu as les mots pour le dire. Disons que moi, que je dirais que je suis un peu plus éthéré dans mes paroles, toi, tu as peut-être les mots que les gens vont comprendre plus facilement. Non, mais tu sais, justement, je vais reprendre un petit peu mon introduction. Quand j'explique que notre petite planète n'est que le maillon fragile d'une alliance s'étendant au-delà du firmament. Ouais. Je regardais dernièrement un reportage, tu sais, sur un objet qui, enfin, non, une espèce de satellite qu'ils ont lancé, tu sais, pour capter les planètes et les exoplanètes à la vie, tu sais. Effectivement, oui. Voilà. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un nombre incalculable de planètes qui sont dans les zones habitables de leur système solaire. Tout à fait. Et cette, alors je crois que c'est un télescope spatial, hein, c'est que Kepler ou quelque chose comme ça. En fait, il ne cible qu'une zone à chaque fois de l'univers, de l'espace. Tu sais, Et en fait, tu te rends compte que à chaque zone ciblée, il y a un nombre incalculable de planètes qui sont potentiellement viables à la vie telle que nous la connaissons. Donc, excuse-moi de te couper, mais ça, c'est très, très important ce que vient de dire Sangara. La vie telle que nous la connaissons et que nous la concevons. Exactement. Parce que la vie ne s'étend pas simplement à ce plan de la réalité en 3D. C'est important. Il y a des forces autour de nous. D'accord ? Il y a des forces autour de nous qui créent la vie et on ne les voit pas. Exactement. Donc, je continue. Mais ça, c'est important que les gens savent, parce que les scientifiques disent oui, mais pour qui est la vie ? Oui, pour qui est la vie, telle que nous la concevons et telle que nous sommes en train de l'expérimenter. Exactement. C'est une grosse nuance. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est donc il nous annonce à chaque fois, oui, on a trouvé une planète sœur ou une presque jumelle de la Terre. Non, c'est une planète qui a son système de production de vie. Exact. Qui est en adéquation, en harmonie en fait avec le système universel. Oui. Donc à partir de là, nous ne sommes que le maillon d'un système et sans ces planètes-là, nous n'existerions pas et vice-versa. Donc il faut vraiment centrer ça dans la tête. Les civilisations pré-adamiques et même post-adamiques qui nous sont pas parvenus, tu parlais des Égyptiens avec leur obsession d'Orion par exemple. Exactement. Ces planètes-là, ces civilisations-là étaient au courant de ce processus, de ce schéma-là. Il faut que nous, on le réintègre aujourd'hui. Oui, parce que ces civilisations-là aussi n'avaient pas le voile sur l'esprit que nous, on peut avoir aujourd'hui. Ils étaient plus en connexion avec ces civilisations pré-adamiques que nous, on peut l'être aujourd'hui, parce qu'un nouveau système a été mis en place qui nous a séparés de ces civilisations pré-adamiques. Alors, pour certaines raisons, tant mieux, heureusement. Mais on est encore rattaché à ces civilisations pré-adamiques par les gens qu'on peut appeler les maîtres de ce monde, qui dirigent ce monde. Et il faut faire très attention. Voilà, ça y est, je commence à partir dans le... Il faut que... Là, je vais m'auto-censurer tout de suite. Mais il faut que les gens aient conscience. Et ça, c'est très vrai ce que tu dis. Alors, si on peut répondre, oui, parce que, encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des énergies donc qui ont dû habiter sur d'autres planètes ou qui ont dû habiter dans d'autres mondes, qui sont venus ici grâce à leur expérience, qui ont été choisis pour leur expérience de la vie, pour pouvoir ensemencer la vie ici. Par exemple, un météore qui tombe sur cette planète avec des bactéries, d'accord ? Ces bactéries-là ce météore-là vient d'une autre planète qui a explosé et qui vient ici avec son germe de vie qui va amener... Alors, bien évidemment, ces civilisations, ces énergies arrivent ici
pour pouvoir créer une forme de vie ou pour pouvoir créer des conditions de vie qui soient compatibles avec d'autres espèces, peut-être ailleurs. Donc effectivement, si vous me demandez s'il y a eu des interventions d'autres espèces qui venaient d'ailleurs, physiquement là je parle, là je parle pas au niveau énergétique, oui, puisque les énergies qui ont été envoyées au préalable ici ont dû certainement, et là je dis entre guillemets alors qu'il n'y a pas de guillemets, ont été envoyées ici pour créer la vie d'une certaine façon, pour que, alors on va utiliser le mot colonie, mais pour que d'autres espèces peut-être viennent coloniser cette planète et puissent vivre sur cette planète. Comme nous, si demain, comme je vous l'ai dit, en quittant nos corps, on va ensemencer la vie sur ces fameuses exoplanètes dont parlait tout à l'heure Sangara, c'est peut-être pour créer des colonies, pour les gens d'ici puissent partir un jour sur cette planète. Parce que la planète sur laquelle nous vivons, elle n'est pas éternelle. Si d'autres planètes ont explosé, celle-là peut exploser aussi. Donc peut-être qu'on sera content que certaines énergies d'ici aient voyagé ailleurs et puissent créer la vie ailleurs pour qu'on puisse créer des colonies, nous, ensuite, pour aller ailleurs. Mais c'est peut-être ça le danger aussi. Il ne faut pas être dans cet esprit de colonisation. Il faut être dans cet esprit de propagation de la vie. Il faut être dans l'esprit de vouloir, amener la vie ailleurs, de pouvoir expérimenter et de faire partie d'un processus commun dont parlait Sangara. Peut-être que je dis peut-être parce que ça, on va y venir tout à l'heure, mais peut-être que les races qui ont voulu coloniser cette planète ont créé un conflit. Vous voyez, donc c'est cet esprit de colonisation que l'homme a l'habitude d'avoir, peut-être qui est dangereux et qui est un résidu de toute cette période de transgression. D'accord, donc ça on en parlera plus tard. Mais par rapport toi, si tu veux conclure sur cette question, parce que c'est vrai qu'on pourrait déblatérer des heures, comme tu disais, par exemple, des civilisations comme l'Égypte étaient très liées à Orion. Il n'y a qu'à voir les 3 pyramides, la façon dont elles sont placées. Elles sont placées exactement avec l'angle, avec la disposition de ce qu'on appelle le baudrier d'Orion. Est-ce que tu veux peut-être élaborer un petit peu là-dessus, parce que je sais que ça fera aussi l'objet d'émissions futures, mais peut-être tu voudrais élaborer là-dessus. C'est vrai que c'est une coïncidence qu'on retrouve, c'est une disposition déjà pour les pyramides qu'on retrouve pas seulement en Égypte, puisqu'on la retrouve aussi dans les cultures amérindiennes, mais comme tu l'as dit, on développera sur Orion, parce que si tu veux, là, si on développe là-dessus, on va parler des origines justement de certaines castes dirigeantes encore aujourd'hui. Ici, je préfère qu'on on reviendra dessus plus tard, mais peut-être pour déjà donner un élément de réflexion, peut-être qu'il va amener d'autres questions, mais un élément de réflexion. Si une civilisation à cette époque est capable de créer 3 pyramides en adéquation parfaite avec ce qui se passait dans le ciel, c'est-à-dire avec ce fameux baudrier d'Orion, alors qu'aujourd'hui on n'est même pas capable avec nos ordinateurs de calculer à la perfection certaines distances et certains angles, même de construire des pyramides tout simplement. On pourrait se poser la question de qui a construit les pyramides. Est-ce que l'égyptologie mondiale ne s'est pas un petit peu, pour être poli, moqué de notre figure ? Mais c'est pas un petit peu, c'est complètement. Quand tu parles, quand tu écoutes les archéologues contemporains, les égyptologues contemporains, ils vont t'expliquer la théorie reconnue, c'est que la grande pyramide de Gizeh a été construite. D'accord. Ça a coupé un peu. Est-ce que tu pourrais répéter? Il t'explique, pardon, que la pyramide de la grande pyramide à Gizeh a été construite en 20 ans. C'est impossible. Techniquement, c'est complètement impossible. Il aurait fallu, et j'avais lu un document là-dessus où il t'expliquait que concrètement, pour que elle ait pu être construite en 20 ans, il aurait fallu placer un nombre incalculable de pierres à la seconde, tu vois. Donc, c'est juste pas possible. Même comment expliquer? J'espère que les gens sont assez lucides pour se rendre compte que le nombre de personnes qu'il faut pour construire des monuments aussi colossaux et aussi parfaits géométriquement, que dans cette contrée du monde-là,
il n'y avait pas la population pour les construire. J'espère que les gens en ont conscience. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait 300 000 personnes pour construire une pyramide. Et je suis même pas sûr que dans cette contrée du monde-là, à cette époque, il y avait 300 000 humains. Donc, donc voilà, donc, c'est aberrant les bêtises qu'on a pu nous faire avaler. Jusqu'à présent, mais c'est vrai que voilà, donc il faut que quand même les gens aient conscience qu'à cette époque-là, c'est vraiment important que les gens se rendent compte qu'il y a des incohérences entre ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous dit et ce qu'on voit à un moment donné. Hein, voilà, c'est pour ça. Donc, est-ce qu'ils sont intervenus à l'époque? La réponse est oui, non seulement de façon, on va dire, énergétique, et on le verra ensuite plus tard dans d'autres émissions de façon physique. Ouais. Et c'est toujours le Je cas. vais juste revenir rapidement parce que tu sais, on donne beaucoup en référence les trois civilisations qu'on vous ressasse à chaque fois, à savoir Oui, c'est vrai. les Incas, les Égyptiens et les Sumériens. Vous allez peut-être nous dire, on vous parle pas de l'Asie, etc. Alors, c'est pour une raison très très simple. Nous, en fait, on est plutôt affiliés à des descendances atlantes. Donc, il faut expliquer que tout ce qui est de l'autre côté, donc tout ce qui est l'Est, ça représentait en fait Mu. Exactement, oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne le précise pas forcément, mais comme on a parlé de ces deux forces en présence sur la précédente émission, c'est pour ça que je le reprécise aujourd'hui. Non, mais il faut que les gens sachent aussi que nous, on vous apporte l'information telle que nous, on la ressent et par rapport aussi à nos origines, à nos énergies. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une approche qui est beaucoup plus. On vous parle d'ange, on vous parle d'archange, on vous parle de Lucifer, on va vous parler de choses qui maintenant sont rattachées à ce que la religion chrétienne ou la religion peut avoir, alors que c'est pas du tout religieux ce qu'on est en train de vous raconter. La religion, ça a été une des dérives de certaines époques, hein, on en parlera. Tout à l'heure justement, j'avais un débat avec quelqu'un sur qui a écrit la Bible, qui a fait ceci, non, nous on n'est pas là, on n'est pas là-dedans. On vous explique, c'est que nos énergies ont été conçues, construites dans une certaine partie. Comme on dit, on fait partie d'un ensemble. Vous voyez, nous, on est la partie, on va dire, qui est rattachée à ces énergies-là, qui est rattachée à ce qu'on appelle les énergies originelles et originales. On fera la différence après, plus tard, mais comme l'a dit Sangara, que ce soit vous ou que ce soit nous, on a tous des résidus des civilisations pré-adamiques. Et donc, nous, en l'occurrence, de toute façon, c'est celle aussi qui parle le plus aux gens, puisque c'est dans ces civilisations-là qu'on voit le plus de manifestations et d'inscriptions qui corroborent en fait ce qu'on est en train de vous dire. Donc voilà, donc on va arrêter sur cette question. Par rapport à ce que vous pensez ou ce que vous avez comme définition de ce qu'est un extraterrestre. Mais techniquement, on l'est tous. Voilà, même la planète elle-même est localité où elle se trouve extragalactique, d'accord, elle est venue d'ailleurs. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Bon alors. Si tu commences à parler de planètes errantes, là, on va les perdre. Non, c'est faux. Mais non, mais parce que l'énergie qui a créé cette planète et les résidus, enfin tout cet amas de matière, tout cet amas de poussière cosmique, tout cet amas de fragments d'étoiles qui ont créé notre planète. L'explosion qui a créé cette planète et d'ailleurs c'est on va dire le souffle d'énergie qui est arrivé jusque dans cette localité où on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette galaxie, dans cette voie lactée, mais cette énergie-là vient d'ailleurs aussi, donc on peut remonter comme ça très très loin. Bon, en tout cas voilà, allez, on passe à la question numéro 3. Je pense qu'on va faire une émission juste sur les questions. Ouais, je pense. Parce que ça va être compliqué après, quoique la 4e question nous fait bien enchaîner sur le thème qui était prévu, mais on va passer à la question numéro 3. Peux-tu définir ce qu'est un dieu? Ou redéfinir, pardon. Voilà la question. Oui, parce que la dernière fois, je vous ai expliqué ce qu'était un dieu et je savais que là, tout de suite, ça allait bugger. Bon alors, vous avez une définition de Dieu, c'est-à-dire le monsieur avec sa barbe dans le nuage, qui a tout créé et qui vous a envoyé son fils unique, soi-disant pour vous sauver et tout ça. Bon, voilà. Ça, vous oubliez cette définition-là.
D'accord ? Vous avez l'énergie, la source créatrice, qu'on pourrait donc dire que c'est un Dieu, qui est le tout. C'est-à-dire qui est l'existence, d'accord, dans son ensemble. Voilà, ça c'est la création, l'univers, tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. D'accord ? Nous, on l'appelle le créateur. D'accord ? Et en sachant que dans cette énergie créatrice, il y a plusieurs subdivisions ensuite qui viennent intervenir. Donc, on va dire que le créateur, l'énergie créatrice, c'est l'ensemble de toutes ces subdivisions mélangées. Vous y compris. Voilà, ça c'est pour définir le tout. D'accord ? Le grand tout. Après, ce qu'est un Dieu, techniquement, ce que vous appelez, c'est pour ça qu'on a eu plusieurs civilisations qui ont eu qui étaient polythéistes, elles avaient plusieurs dieux. Pourquoi ? Parce que, en fait, un Dieu, techniquement, et je l'ai expliqué la dernière fois, donc la définition c'était, petite guillemets définition, un Dieu, c'est une énergie qui est capable de mettre son essence dans la matière. Alors son essence, on avait expliqué dans la deuxième émission ce qu'était l'essence. L'essence, en fait, c'est le blueprint, d'accord ? C'est, on va dire, c'est la partie holographique. Alors un hologramme, c'est quoi ? C'est un hologramme, c'est une partie, on va dire, c'est un mini-vous. Votre hologramme comprend toutes vos propriétés à l'intérieur de lui. C'est un mini-vous, d'accord ? Donc un Dieu, c'est quelqu'un qui est capable de mettre des mini-lui dans la matière et de faire évoluer cette matière pour qu'elle soit compatible avec lui. Une fois qu'elle a créé cette compatibilité, elle récolte, on va dire, l'expérience que son essence a vécue dans la matière. C'est-à-dire que, comme vous plantez des graines, d'accord ? Vous plantez des graines et ensuite vous allez récolter les fruits. Les graines, c'est les petites parties holographiques de vous. C'est une fragmentation de vous. Vous avez planté toute votre fragmentation dans la terre et la terre a donné des plantes qui ont donné des fruits. Et bien vous, après, au bout d'un moment, vous venez récolter les fruits. Voilà ce qu'est un Dieu. C'est-à-dire que plus il a de graines qui sont plantées, plus il a d'expériences cumulées à récolter, plus il a de fruits, plus il est grand. C'est pour ça qu'on vous a expliqué la dernière fois que une énergie incarnée, d'accord, qui avait à ce moment-là le plus de graines de planter, c'est-à-dire le plus de progéniture créée, et on avait dit que ça se passait toujours avec ce côté héréditaire de père à fils, toujours, du père au fils, du père au fils. Donc le premier-né devait être un garçon. Plus vous aviez de progéniture dans la matière, plus vous étiez un grand Dieu. C'est comme ça que des grandes nations sont nées avec à leur tête un Dieu. D'accord ? Ce qu'on appelle un Dieu. Il avait donc ensemencé le maximum qu'il pouvait, et plus vous aviez ensemencé, et plus vous récoltiez de fruits. Donc vous comprenez pourquoi, la dernière fois, à cause de cette transgression-là, vu que ces entités, ces dieux étaient à demi incarnés dans des créatures qui n'étaient pas encore à 100% évoluées, parce qu'ils ont transgressé, donc ils sont allés plus vite que la musique. Donc forcément, les créatures qu'ils étaient en train d'ensemencer n'étaient pas assez évoluées spirituellement encore pour pouvoir faire la différence. Voilà d'où vient la rébellion en fait. C'est que ces dieux-là n'avaient pas envie de partager leurs biens avec la source, qui leur avait donné au départ, puisqu'ils étaient eux-mêmes des fragments de la source. Donc ça, on expliquera la fragmentation plus tard. Mais voilà ce qu'est un dieu. Un dieu, c'est c'est une entité qui ensemence, donc qui met son essence dans la matière, et plus il a d'essence dans la matière, et puis plus il devient grand. Voilà ce qu'est un dieu. Et c'est pour ça que vous aviez autant de dieux et de demi-dieux sur cette planète il y a encore pas si longtemps, si on parle à l'échelle cosmique, parce que, voilà, c'était ça. Et comme on l'a expliqué la dernière fois, ça se faisait de façon héréditaire, c'est-à-dire que moi, si j'avais une énergie, je prenais le maximum d'énergie féminine, c'est-à-dire le maximum de femmes capables de tenir mon énergie à l'intérieur d'elles. Et à ce moment-là, chaque premier-né garçon, je peux vous dire que dans cette vie, je suis mal barré, j'ai que des filles. Hein. Bon, mais si j'étais à l'époque, j'aurais pas été un bon Dieu. Hein. Donc, chaque premier-né garçon représentait génétiquement
énergétiquement mon hologramme, ma partie la plus ressemblante. C'est pour ça que qui a vu le Fils, Sangara, a vu le Père. Ça, c'est un principe de base. D'accord? Et c'est ce que veut dire Mikael. Celui qui est comme Dieu, celui qui est comme le Père. On y reviendra plus tard. Donc voilà, je redéfinis un Dieu comme ça. C'est une entité qui est capable de mettre son essence dans la matière et qui vient récolter les fruits, on va dire, de cette plantation. Alors cette planète est une espèce de serre à expérience. Et la source qui est au-dessus veut emmagasiner le maximum d'expérience pour étendre, pour être en expansion constante, pour pouvoir créer peut-être d'autres civilisations, d'autres mondes. Et c'est pour ça qu'on dit que l'univers est en éternelle expansion. Merci Sangara. Au moins toi tu suis. Mais enfin tu es tout seul donc tu n'as pas de mérite. Alors voilà ce qu'est un Dieu. Voilà, j'espère que là j'ai été clair, mais on reviendra là-dessus bien évidemment de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus imagée. On fera justement des émissions uniquement là-dessus, hein, pour que vous compreniez aussi la différence entre l'ancien système qui était basé donc sur de la possession et sur le nouveau système qui est placé sur de l'incarnation par cycle. D'accord ? On expliquera les cycles karmiques et tout ça plus tard. On n'en est pas encore là. 4e question et dernière question. Peux-tu expliquer pourquoi tu considères Lucifer comme l'énergie féminine et que faisait Michael pendant cette période pré-adamique ? Waouh ! Alors, moi, quand j'ai vu cette question-là, j'ai dit soit la personne, elle connaît la réponse, elle me teste, ou elle nous teste, ou soit vraiment, elle commence à comprendre comment fonctionnent les choses. Parce que la question, je ne sais pas si tu le sens, toi, Sangara, elle est quand même légèrement dirigée. Oui, complètement. Hein ? Bon, alors déjà, j'ai demandé à la jante féminine la dernière fois de ne pas s'offusquer. Je ne confonds pas énergie féminine et féminin sacré déjà. Ça, c'est important, même si je vois à travers le monde que certaines féministes ne font pas la différence, hein, parce que je vois des femmes qui défendent les droits de la femme, mais qui veulent, quand on les regarde, on se demande, mais en fait non, c'est pas les femmes que vous défendez, c'est les hommes en vous que vous défendez. C'est la masculinité chez la femme que vous défendez. Le féminin sacré, c'est très important. On fera aussi une émission sur le féminin sacré, ça c'est très important. Alors pourquoi je considère Lucifer comme l'énergie féminine ? Ça prendrait toute une émission pour expliquer. Mais je vais essayer d'être rapide, d'être clair, d'être succinct, parce que là, il faut vraiment que vous compreniez. Et après, je vais essayer de vous donner des exemples, on va dire, un peu plus des manifestations différentes. Pourquoi Lucifer serait l'énergie féminine ? Je vais vous expliquer. On va partir de la source. Donc la source, c'est le Père universel. D'accord ? La source, elle a besoin donc comme on l'a dit tout à l'heure, d'être en expansion. Alors là, peut-être que je mettrai un dessin pour certaines personnes pour comprendre, parce qu'il y a des gens qui sont plus visuels qu'auditifs. Donc peut-être je mettrai un dessin. Donc, elle veut proliférer, elle veut agir donc comme un dieu, elle veut proliférer son énergie. D'accord ? Alors, admettons que la source est une grande bouteille, c'est même pas une bouteille d'eau, c'est une cascade d'eau. D'accord ? Donc, cette cascade d'eau, il faut bien récolter cette eau et la mettre quelque part. Bien sûr. D'accord, Sangara ? Donc, qu'est-ce que tu vas créer en premier si tu veux diffuser ton eau ? Et j'utilise le mot eau parce que, justement, l'eau, on le verra plus tard quand on étudiera certains passages des Genèses, des différentes Genèses, des différents livres sacrés. Mais l'eau a une implication importante puisqu'elle est associée à l'esprit. Donc, l'eau, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire si tu veux propager cette eau, toi, au départ, Sangara ? Ah, tu es dans une cascade, c'est ça ? Ouais, la cascade, ça coule. Voilà, ça coule. Il faut canaliser cette eau et il faut bien la mettre quelque part. Donc, qu'est-ce que tu vas créer avant ? Un bassin de stockage. Voilà, exactement. Tu vas créer un endroit où le stocker. Donc, admettons, je suis le créateur et je dois créer un endroit où le stocker. Quelque chose qui va pouvoir porter mon eau. Va ou faux ? Tu me suis ? Donc, tu vas créer quelque chose qui va porter mon eau. Et ensuite, tu vas créer de l'autre côté, donc, un vecteur de cette eau-là. C'est-à-dire quelque chose qui est comme toi et qui va pouvoir créer cette eau. Un délégué
Donc, tu vas avoir d'un côté le contenant, d'accord, et tu vas créer quelque chose qui est comme toi, qui va être actif et qui va déléguer cette eau, qui va faire proliférer cette eau, d'accord. Donc, disons que d'un côté, tu vas avoir ton fils, entre guillemets, celui qui est comme toi et qui va propager cette eau, et de l'autre côté, donc, tu auras créé au préalable une énergie qui est capable de porter cette eau. Bon, admettons que cette eau, ça soit de l'eau de vie. Pas de l'eau de vie, de l'alcool, hein, que ce soit la vie. D'accord ? Donc, vous allez déjà créer. Tu vas créer en premier, donc, à un moment donné, donc, ton premier verbe, le first logos, le premier logos. Le premier verbe va être le verbe qui va être capable de contenir, de porter la vie, de porter ta lumière. Là, tu me suis. Et de l'autre côté, tu vas avoir celui qui va diffuser la lumière, qui va effuser la lumière, qui va déclencher la lumière. Donc, d'un côté, tu vas avoir l'énergie qu'on va appeler Père-Fils, qui a vu le Fils, a vu le Père, donc celui qui diffuse ton eau. Et de l'autre côté, tu vas avoir l'énergie Père-Fille, on va dire, qui porte la vie. Jusqu'à preuve du contraire, même sur cette planète, en tout cas, celui qui porte la vie, c'est la femme. Celui qui ensemence la vie, c'est l'homme. L'homme donne l'esprit, la maman donne la vie. Jusque-là, vous me suivez. Donc, si on traduit en latin porteur de lumière, porteur d'eau, porteur d'information, porteur de ce que vous voulez, c'est Lucifer. Donc, l'énergie qui est capable de porter la lumière. Donc, le travail de Lucifer, au départ, c'était d'être l'énergie père-fille qui portait la vie. Et de l'autre côté, vous aviez donc celui qui est comme le Père, Michael, d'accord, en hébreu, qui veut dire celui qui est comme Dieu, donc celui qui effusait la vie. Donc, en gros, quand les premières énergies qui sont arrivées sur cette planète, qui étaient de la lave en fusion, comme tu l'as expliqué la dernière fois, qui est devenue de la matière, d'accord, qui était en charge, d'après vous, de donner vie à cette matière sur cette planète, Sangara? Tu me demandes... Oui, parce que les auditeurs, ils ne peuvent pas répondre, ils n'ont pas de micro. Toi, oui. Oui, donc je suis la voix des auditeurs. Donc, vous pouvez répéter la question? Oui. Tu suis pas. Tout à l'heure, tu suivais, là, tu suis plus. Je recommence. Quand cette planète a été créée, c'était un amas de lave, d'accord, qui s'est solidifié, qui est devenu de la matière. Donc, qui était en charge de la matière? Lucifer. Voilà. Et qui était en charge d'amener la lumière, diffuser la lumière? Michael. D'accord. Donc, Michael, qu'est-ce qu'il a fait? Il a filé sa lumière. Parce qu'on me demande que faisait Michael durant cette période. Eh bien, il a effusé la lumière chez Lucifer, celui qui porte la vie, celui qui porte la lumière, d'accord? Et il a dit à Lucifer, vas-y, fais proliférer la vie. Exactement. Et lui, alors, à ce moment-là, les énergies qui étaient attitrées avec Lucifer, on les avait appelées, je ne sais pas si vous vous rappelez, les Tartunim. Tartunim en hébreu, alors c'est de l'hébreu, hein, ça avait peut-être un autre nom à l'époque. Là, je vous donne le nom hébreu parce qu'on est rattaché à ces énergies-là. Hein. Mais les Tartunim, ça voulait dire, les Hébreux les ont appelés comme ça, les Tartunim, c'est les énergies, en fait. Tartunim, aujourd'hui, ça pourrait vouloir dire sous-vêtements. En fait, ça veut dire en dessous. Donc, c'était les énergies d'en dessous. On peut dire les anges de la terre ou les anges d'en bas, ou l'énergie d'en bas. D'accord? Et vous aviez les Elohim, donc qui étaient l'armée de Michael, qui étaient les énergies d'en haut. Voilà, les Elohim, en fait, c'est les dieux. Et Elohim, vous avez le mot El à l'intérieur, donc c'est les dieux de lumière. Donc vous aviez les énergies d'en bas et les énergies d'en haut. Et Michael, alors qu'est-ce qu'il faisait pendant cette période? Eh bien, lui, il était là-haut, il attendait de récolter. De relever les compteurs. Voilà, et les Elohim, leur travail, c'était de venir récolter ce qui avait été planté dans Lucifer. Techniquement. Là, je parle techniquement. Alors, quand on vous parle de tout ça, on vous parle au niveau systémique. C'est-à-dire qu'on utilise des mots, on utilise la façon dont on parle comme si c'était des personnes.
D'accord? Mais ce qu'on vous parle, ça se passe pas au niveau physique dans un premier temps. Ça se parle au niveau systémique. C'est quoi le systémique? C'est tous les algorithmes, pour parler mathématiques, tous les algorithmes et tous les encodages de vie. Quels sont les ordres qu'ils ont à ce moment-là? L'algorithme de vie, le niveau systémique que vous connaissez le mieux et dont tout le monde parle au jour d'aujourd'hui, c'est l'écosystème. L'écosystème, c'est quoi? C'est toutes les forces de la nature, on va dire, en œuvre pour pouvoir créer le système naturel qu'il y a sur cette planète, le système biologique. Biologique. D'accord? La logique, c'est une logique. Donc, si c'est une logique, c'est qu'il y a forcément un code. Vous savez, les mathématiques, c'est un peu la langue de Dieu. Il y en a beaucoup qui le disent, mais les mathématiques, tous ces algorithmes qui ont été créés à l'avance, qui ont été encodés dans ces énergies-là, en fait, ça se passe au niveau systémique. D'accord? Alors, si vous pensez, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cette manière de penser, et on le fait exprès aussi quelque part. Vous pensez à Lucifer, vous pensez donc à une espèce d'entité avec des ailes de gargouille là, et puis vous pensez à Michael, un beau blond avec une épée et des ailes blanches derrière. Je sais que vous pensez comme ça, c'est normal. Mais nous, quand on parle de ces énergies-là, on parle au niveau systémique. On parle au niveau de l'algorithme de vie avec lesquels ils ont été encodés. Alors bien évidemment, quand vous montez en vibration et que vous montez dans ces systèmes, dans ces on va dire dans ces royaumes angéliques ou dans ces royaumes systémiques, c'est des personnes comme vous et moi. Peut-être pas de chair et de sang, mais c'est des personnalités. On définira aussi personnalité, qu'est-ce que c'est. Mais à notre niveau, dans notre plan de la réalité, on ne les voit pas. Donc ça reste systémique, ça reste énergétique. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut relativiser aussi ce qu'on dit. Hein. Voyez-le d'un côté énergétique et n'essayez pas de tout de suite de personnaliser directement les personnes. Nous, on le fait justement pour que votre esprit puisse accepter l'information un minimum, mais ensuite on reviendra aussi sur toutes ces élaborations. Donc en fait, que faisait Michael pendant cette période ? Il attendait la récolte. Voilà. Et il fut fort déçu. Il fut fort déçu à cause des transgressions dont on parlait la dernière fois. Donc un autre exemple systémique aussi par rapport donc à ce qu'on disait tout à l'heure, que donc ça se passait à d'autres niveaux. Le matin, quand vous vous levez, il y a une étoile dans le ciel qui brille plus que les autres. Cette étoile, on l'appelle l'étoile du berger. On la voit aussi le soir, c'est celle qui brille le plus. Mais le matin, avant que le soleil se lève, quelques heures avant que le soleil se lève, on voit une étoile qui se lève avant le soleil. Et cette étoile, c'est Vénus. D'accord ? Et les anciens disaient que cette étoile portait le soleil sur son dos. C'est pour ça qu'elle arrivait avant pour amener le soleil dans son sillage. D'accord ? Donc on disait que ce soleil donc était la porteuse de lumière, l'étoile brillante du matin. Et l'étoile brillante du matin n'est autre que le surnom également de Lucifer. Donc vous voyez comme quoi tout cet encodage, cet algorithme donc se situe à tous les niveaux. Et donc la dernière fois que j'ai regardé, c'était un lieu commun. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Donc voilà, encore une raison de pouvoir attitrer, une raison un peu plus anecdotique, d'attitrer donc l'énergie féminine à Lucifer. Et ça, bien évidemment, ce sera l'objet de la prochaine émission. Et oui, malheureusement, on est déjà à 45 minutes d'émission, ou 42 minutes exactement. Donc malheureusement, on va décaler un petit peu le sujet, mais c'était quand même fort intéressant de répondre à vos questions. C'était vraiment bien. Puis on avait à cœur de le faire directement avec Sangara. Donc Sangara, toi, si tu as quelque chose pour conclure. Écoute, non, c'est vrai que c'était important et le fait justement qu'on reçoive des questions de cet ordre, ça prouve que ce qu'on dit, ça vous parle. Ce qu'on vous explique, ça vous parle et c'est normal parce que on vous explique qui vous êtes, ce que vous êtes et ce qui est à l'intérieur de vous, dans votre ADN, dans votre âme,
votre ego, etc. Donc, Effectivement, ce qui est important, ce que tu es en train de dire, c'est parce qu'il y a des gens qui me disent mais pourquoi tu nous racontes tout ça? À quoi ça nous sert aujourd'hui? En fait, si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé dans ces époques-là, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, mais pas du tout. Et là, quand je parle, vous pouvez pas comprendre, c'est à tous les niveaux. Ce que vous voyez à la télé, la façon dont vous êtes gouverné, toutes ces choses-là ont des origines très, 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 très lointaines. D'accord? Cette espèce d'arrière-goût de pisse que vous avez dans la bouche à chaque fois que vous regardez la télé, il vient de quelque part. Je suis désolé d'utiliser ces termes-là, mais malheureusement, l'humanité au jour d'aujourd'hui pourrait prétendre à un âge d'or, et vous êtes dans un âge compliqué. L'âge où il est temps de passer de la petite enfance à l'âge, on va dire de l'adolescence plutôt, à l'âge adulte. À l'âge adulte, là. Voilà, donc il faut vraiment que vous ayez conscience que tous les mots, tous les problèmes, toutes les choses que vous vous mettez sur les épaules, elles viennent d'une certaine période. Et donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de vous expliquer. On va vous expliquer comment vous fonctionnez pour que vous ne vous fassiez plus contrôler ou manipuler ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on vous donne, on vous le donne. On ne demande rien en retour. Sangara, ça sera le mot de la fin. je vous souhaite une bonne soirée. C'était Il était une fois le monde. On va l'appeler épisode 5, questions-réponses. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.